Bonsoir à tous. Vous suivez le 19h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. À la une de l'actualité, le désespoir se lit sur le visage des habitants de la cité Belleville 3 de la commune d'Anyama. L'obscurité est leur alliée depuis plusieurs années. Cette obscurité est à la base des actes frauduleux posés par quelques habitants dont nous parlerons ce soir pour un changement radical. Et puis, hors de chez nous, très bonne nouvelle pour les ressortissants ivoiriens fuyant les agressions en Tunisie. Ils pourront être rapatriés en Côte d'Ivoire dès demain, samedi. Encore merci à vous de rester fidèles au temps d'information sur RTI2. Avant tout, sachez que dans ce temps d'information, nous allons être aussi en compagnie de Willy Boulesso, coordinateur régional Afrique de l'ONG EPACT. Et avec lui, nous parlerons de la lutte contre les violences sexuelles sur les enfants. À quand la lumière, l'espoir dans les ménages des habitants de la commune d'Anyama. Dans le quartier Belleville 3 de cette commune, à la tombée de la nuit, c'est la débrouille. Les populations sont confrontées à un problème d'électricité et la situation perdure depuis quelques années. Comme solution, certains habitants sont obligés de recourir à des méthodes frauduleuses, souvent au péril de leur vie. Non Sangaré et Kader Batil y ont fait un tour pour voir cette triste réalité. Le reportage est commenté par Pagassoro Kone de Madongui. Il est 20h à Belleville 3, quartier situé dans la commune d'Anyama, district d'Abidjan. Rokia vit ici depuis 5 ans. Ce soir encore, elle dormira le sommeil troublé, faute d'électricité. Cette nuit, elle les passe à ventiler son fils à l'aide de ce couvercle. Il n'y a pas ventilateur, il n'y a pas courant. Quand il fait chaud là, moi, il n'a pas dormi, mon mari n'a pas dormi, mon enfant n'a pas dormi. Je prends achète pour souffler mon enfant. Il va jusqu'à demain encore. Donc, il n'a pas dormi là. Moi, je n'ai pas dormi. Contrairement à Rokia, Cyril, lui, est un habitué de cette situation d'obscurité. Chaque soir, il est obligé d'avoir recours à la torche de son téléphone portable pour avoir de la lumière chez lui. C'est devenu notre habitude parce qu'on n'a pas le choix. C'est pourquoi nous mangeons la nuit avec la torche. Donc c'est notre problème même du quartier qui est là. À partir de 15h comme ça, on prend le téléphone, on s'en va charger chez nos parents hors du quartier. Et on vient à partir de 18h, on navigue un peu. On finit de naviguer un peu, on garde un peu d'énergie. Si c'est 20%, on garde pour pouvoir dormir dessus, ou bien pour que la femme, madame prépare avec. Donc si madame finit de préparer, le reste d'énergie, s'il reste 8%, on garde 8% pour pouvoir manger. On finit de manger, et s'il y a un peu d'énergie, peut-être 5% ou 2%, on arrange la maison pour pouvoir dormir. Et si on dort maintenant, on se réveille que c'est déchargé, on prend encore, on s'en va charger le matin chez les parents hors du quartier. Donc c'est un peu comme ça. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où on ne fait pas. Tous les jours. Dans ce quartier, c'est la débrouille à la tombée de la nuit. Une situation que vit difficilement les riverains. Les enfants n'arrivent pas à étudier et on vit dans une insécurité. Parce que vous vous déplacez dans le noir, on peut vous agresser à tout moment. Vraiment, c'est une situation qui perdure et la population commence à s'inquiéter. On a l'impression que cette partie de la commune d'Anyama ne fait pas partie de la carte. Nous sommes vraiment des oubliés. Ici, la fin, on engraisse tout le temps. On engraisse les gens. Même hier nuit, ils ont engraissé aussi. Et pourtant, à Belleville 3, la plupart des ménages de ces quartiers disposent d'un compteur. Les nombreuses démarches multipliées auprès de la compagnie ivoirienne d'électricité en vue de résoudre le problème n'ont pas été fructueuses. Arrivé ici, on a payé des terrains, on a construit. On a fait les démarches au niveau de la CIE pour avoir des compteurs. Aujourd'hui, on a eu ces compteurs-là, mais on n'a pas courant. Mais ils nous envoient une facture. Mais la nuit, on n'a pas courant. On est dedans, ça vaut 5 ans aujourd'hui. Les factures viennent, mais on n'a pas d'électricité. Si tu ne payes pas aussi, ils vont venir enlever ton compteur. Mais on s'est plein fatigué, on a déposé le courrier à la CIE, on nous tourne en rond, on ne sait plus ce qu'on va faire. Comme alternative, certains ménages obligés d'avoir recours à des méthodes frauduleuses, souvent au péril de leur vie. On a lutté pour avoir le compteur, mais le compteur ne pouvait pas nous servir. Donc on allait voir les positions pour cet appareil-là. Depuis ce jour-là,
peu d'énergie. Donc, ça, c'est le système de nuit qui est là. Quand il fait jour, on est obligé de changer. À partir de 18 h, il faut qu'on gère pour nous-mêmes. On n'a pas de bon courant. C'est ça qui nous amène à risquer. Souvent, même on attend de dormir, ça peut prendre du feu. Mais on est obligé de faire avec. Les populations de Belleville 3 vivent dans l'anxiété permanente depuis 5 ans à cause du manque d'électricité dans leur domicile. Une situation insoutenable qui mérite d'être résolue au plus vite pour le bonheur des riverains de Belleville 3. Espérons que les forces vives de cette commune, la belle cité de la Kola, réagissent pour le bonheur de ces populations. Au chapitre éducation, les habitants d'Abobo, belle cité ou BC, plaident pour la construction d'une école primaire publique dans leur cité. Face à cette situation, certains parents d'élèves sont obligés d'avoir recours aux écoles privées avec des coûts exorbitants ou d'autres préfèrent même ne pas scolariser leur enfant en âge d'aller à l'école. Et pourtant, l'école est devenue obligatoire pour tous. Le cri de cœur de cette population a été entendu et recueilli par notre reporter Georgette Ido Fofana. BC ou encore Belle Cité. Dans ce quartier de la commune d'Abobo, point d'établissement primaire public. Issa, 6 ans, fait partie des enfants non scolarisés. Selon sa mère, le manque d'établissements publics dans le quartier reste un véritable souci pour les parents qu'ils sont. Lui, comme ça, il pourrait commencer la maternelle, mais problème d'argent, il n'y a pas l'argent. C'est les écoles privées qui sont là, c'est cher. 115 000 par chacun, tu fais comment? Premier versement, on va te payer 30 000. Il faut payer ça, tu t'en payes un peu, souvent, mais on met tes enfants au dehors. Il y a des enfants même qui sont parmi ces enfants-là, même quand on les a mis au dehors. Cette mère de famille a plusieurs enfants à sa charge, des orphelins et des enfants rendus vulnérables du fait d'une maladie étrange. Son plus grand rêve, la construction d'une école primaire publique dans le quartier. Il y a des enfants, leur papa est décédé, leurs mamans sont là. Il y a des enfants, leur maman est décédée, leurs papas sont là. Donc ils sont tous à ma charge ici. Notre souhait aujourd'hui, premier souci au BC, là, c'est ça, c'est d'avoir une école publique pour que les enfants puissent partir à l'école. Le manque d'établissements publics à Abobo BC, un quartier de plus de 10 000 âmes, une véritable préoccupation pour l'ensemble des parents d'élèves. Vraiment, c'est pas facile de joindre les deux bouts, payer la maison, payer la scolarité de l'enfant. Il y a des cas même qui sont là où des enfants qui ont arrêté les études parce que les parents n'avaient pas assez de moyens. Les établissements privés, arrivés à un certain moment, eux, ils disent que du moins qu'ils ont besoin de payer le personnel, ils ont besoin de payer le cadre. Donc ils encaissent les encaissements et autres. Bon, ça fait qu'il y a des parents qui préfèrent mettre les petites filles, les prendre, aller les aider du moins dans les marchés, dans les petits commerces. C'est pas tout le monde qui va à l'école actuellement, parce que c'est pour les moyens. Tout le monde n'a pas les moyens de payer l'école privée. Nous demandons beaucoup à l'État de penser à nous. En tout cas, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour mettre les enfants à l'école privée. On veut aussi chez nous une école publique. Pour la chefferie du quartier, des démarches ont été entreprises auprès des premiers responsables de la commune afin de trouver une solution au problème. Malheureusement, toutes ces démarches sont restées sans suite. Le manque d'établissements publics, c'est un problème qu'il y a chez nous et c'est même vraiment un cri de détresse même que nous on fait à chaque fois. À chaque fois qu'on a les représentants de la mairie ici, on remonte ce problème-là. Il n'y a pas d'école primaire ni de collège. Or, nous-mêmes, on voit une ville. Tu vois, la population qui est ici, c'est vraiment beaucoup de personnes qui sont au BC. Quand les parents regardent l'âge de l'enfant et puis ils voient la distance à parcourir par l'école, ils sont obligés de laisser les enfants. Bon, peut-être d'autres les mettre dans les écoles coraniques et ainsi de suite. On a des sites qui sont là, mais c'est parce que ça n'a pas encore été mis en valeur par l'État. Jour ouvrable ou pas, ces tout petits qui n'ont pas la chance de connaître le chemin de l'école, surtout les établissements scolaires privés, en raison du coût trop élevé des frais de scolarité, se contentent de passer toute la journée au quartier. Innocents et ignorant la gravité de la situation, ils se réjouissent de notre présence dans leur cité. Un peu plus loin d'Abidjan, de nombreux accidents de la circulation endeuillent plusieurs familles et marquent à vie les survivants. Conscient qu'il est nécessaire de mettre en pratique les bons comportements pour éviter les accidents qui endeuillent de nombreuses familles, le ministère des Transports, en collaboration avec la police nationale, a organisé la semaine de la sécurité dans les villes de Touba et Mans. Clément Boucaud.
Je marchais, quelqu'un est quitté derrière moi, aux environs de 19h. Il est quitté derrière moi, il m'a cogné. Cette triste soirée restera à jamais gravée dans sa mémoire. Jonathan Oulay, c'est de lui qu'il s'agit. Il a été victime d'un grave accident de la circulation. Difficile pour lui donc de reconstituer les images de cette affreuse scène. C'était en pleine ville de Touba, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. À ma grande surprise, je me suis retrouvé à l'hôpital où j'ai vu des fractures. Je dis des fractures, tu sais, mes deux bras sont bloqués. Tu sais, les gens, ceux qui m'ont expliqué le lendemain, ils m'ont dit, ils m'ont trouvé dans le caniveau où j'étais couché complètement dans le caniveau. C'est lui-même qui m'a accompagné, il est mort sur les champs. Autre localité, même préoccupation. Amman, toujours à l'ouest de la Côte d'Ivoire, Achille Pan aura vu sa clavicule cassée due à l'incivisme d'un transporteur. Je venais d'un village, arrivé dans la ville de Mans, j'avais voulu descendre à mon carrefour. Et le chauffeur m'a demandé de le faire un peu rapidement parce qu'il était un peu pressé. Donc le temps de mettre un pied dehors, il a démarré. Donc je suis tombé et j'ai cassé ma clavicule avec une tête qui a tapé sur le goudron. Malheureusement, le chauffeur qui a fait ça ne s'est pas arrêté, il a continué son chemin. Les accidents de la route causent environ 1200 morts et plus de 21 000 blessés dans le pays, selon les chiffres officiels. Ces chiffres, le ministère des Transports et la police nationale sont déterminés à les réduire considérablement. Ils initient alors la semaine de la sécurité routière, une initiative à laquelle s'inscrivent les autorités des régions, des 18 montagnes et du Bafing. Cette opération s'étendra sur 1 an. C'est-à-dire chaque mois, comment dirais-je, une semaine dans le mois, c'est-à-dire de 3 au 10 de chaque mois, cette opération va se répéter jusqu'à 1 an, dans l'intention de baisser de façon drastique les accidents. Là, c'est un constat que le ministre a fait. Sur le gouvernement, il y a eu trop d'accidents. Donc il fallait mener cette campagne-là pour réduire considérablement les accidents. Cette sensibilisation sur la sécurité routière, bien perçue par les habitants. Je trouve d'abord c'est une bonne initiative parce que le port de casque d'abord c'est nous-mêmes notre propre sécurité parce que quand tu portes le casque toi-même ça sécurise d'abord avant que ça d'ici l'agent qui va te contrôler va avoir des idées dessus toi-même d'abord même ça te protège toi-même d'abord en cas d'un accident vous êtes beaucoup protégé. Sur côté alcool c'est normal et puis les motos qui ne portent pas les casques c'est normal et puis papier de moto je trouve normal parce que devant moi la moto est plus chère que papier. Si tu as pu payer la moto, c'est que tu peux faire papier. Les accidents de la route sont la première cause de décès chez les jeunes de 0 à 29 ans en Afrique, selon le ministère des Transports. Hors de la Côte d'Ivoire, un ouf de soulagement pour près de 300 Ivoiriens et Maliens qui souhaitent fuir la Tunisie après les agressions et les manifestations d'hostilité visant les ressortissants d'Afrique subsaharienne. 145 seulement pourront pour l'instant être rapatriés demain samedi à 6 h à bord d'un avion de la compagnie aérienne ivoirienne Air Côte d'Ivoire. Et cette annonce a été faite par l'ambassadeur ivoirien à Tunis, Ibrahim Sy Savané. Retour en Côte d'Ivoire pour parler à présent d'aide aux enfants victimes de violences sexuelles. L'ECPAT international, en collaboration avec l'ONG SOS Violences Sexuelles, ont présenté un rapport sur l'échelle, l'ampleur et le contexte de l'exploitation sexuelle des enfants ce vendredi à Abidjan. Ce rapport indique que la Côte d'Ivoire n'a aucun plan d'action national dédié spécifiquement à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants. Il devra aussi permettre au gouvernement ivoirien, aux acteurs du tourisme, voyages, ONG et institutions pour la protection de l'enfant de mesurer pleinement le problème, se mobiliser pour une meilleure protection des victimes. Les détails de Bintou Pekele et Fedana Yehou. Les mains croisées, ces hommes et femmes protestent contre l'exploitation sexuelle des enfants dans le secteur du tourisme et lors des voyages. Ces acteurs de la protection de l'enfant viennent de la Côte d'Ivoire, de la Thaïlande, du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée et du Niger. Membres d'ONG, d'associations et d'institutions, ils répondent à l'invitation des ONG Impact International et SOS Violences Sexuelles à l'occasion du lancement du rapport de l'exploitation sexuelle des enfants en Côte d'Ivoire.
Sur le problème de l'exploitation sexuelle en Côte d'Ivoire, qui est un problème global, mais ici, dans ce panorama, on se concentre sur ces pays, aussi dans le contexte de la région, et comment on peut travailler avec le gouvernement, avec les organisations intergouvernementales, avec les sociétés civiles. Ce sont ces organisations-là qui sont actives sur le terrain. Donc il était important donc, de les sélectionner et de les inviter pour qu'ensemble, nous réfléchissions aux stratégies à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif qui est d'éliminer l'exploitation sexuelle des enfants dans notre pays. Le rapport de 37 pages sur l'échelle, l'ampleur et le contexte de l'exploitation sexuelle des enfants en Côte d'Ivoire a été remis au ministère du Tourisme. Le rapport contient des recommandations. Donc ensemble, nous allons voir dans quelle mesure on peut mettre en place ces recommandations. Nous sommes à l'écoute, nous sommes ouverts à œuvrer dans ce sens, tout ce qui permet au tourisme ivoirien de se pratiquer dans les règles de l'art. À côté des ONG ivoiriennes, des représentants d'organisations de pays voisins. Cet atelier est un cas d'école pour eux. Nous devons retourner au pays pour mener des recherches. Et à l'issue des recherches, nous allons recueillir certaines informations et données que nous allons présenter au gouvernement pour nous permettre de prendre des dispositions. Une fois au Niger, nous allons mettre en application ce que nous avons appris ici et les lois qui existent chez nous, nous allons confronter pour voir comment nous allons adopter nos lois et œuvrer dans la protection de l'enfance. Selon le rapport de l'ONG Impact International, la Côte d'Ivoire est classée 46e sur 60 pays par l'indice Out of the Shadows pour la prévention des abus et exploitation sexuelle des enfants. Et ces enfants sont majoritairement en situation de vulnérabilité. Donc, comme annoncé dans les titres, je reçois ici M. Willy Bulusso, coordinateur régional Afrique de l'ONG ECPAT, une ONG qui existe depuis 30 ans, basée à Bangkok et qui lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants. Bonsoir, M. Willy, merci d'être sur notre plateau. Bonsoir, Mme Conan, merci pour l'invitation. Alors, vous venez de publier votre rapport sur l'exploitation sexuelle des enfants en Côte d'Ivoire. Moi, je veux savoir tout à l'heure quels sont les principaux résultats de cette étude. Merci. Et pourquoi la Côte d'Ivoire? Merci. Il s'agit d'un rapport que nous avons publié conjointement avec nos partenaires de SOS Violences Sexuelles qui porte sur l'ampleur, la portée et les contextes de l'exploitation sexuelle des enfants en Côte d'Ivoire. C'est un rapport panorama et nous avons épinglé 3 grands points dans ces rapports. Premièrement, nous avons vu qu'il y a des lacunes dans les cadres juridiques de la Côte d'Ivoire, spécifiquement en ce qui concerne les nouvelles manifestations de l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet, en ligne, par exemple le grooming des enfants. Ce sont des dispositions qui ne sont pas prises en compte par la loi en Côte d'Ivoire. Vous pensez, M. Willy, parce que tout récemment, il y a eu une influenceuse qui avait exposé ses parties intimes qui a été censurée par la AK. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, par son ministère de la Justice, ne prend pas ses responsabilités suffisamment? C'est déjà très bien qu'il y ait censure, c'est une sanction administrative. Nous voulons qu'il y ait des lois pour que le gouvernement ivoirien aille au-delà avec une sanction pénale, surtout qu'il s'agit de la protection des enfants. Le deuxième point, c'est la République de la Côte d'Ivoire ne publie pas les statistiques criminelles sur l'exploitation sexuelle des enfants. Vous le savez, Madame Conan, nous devons avoir des statistiques pour pouvoir porter des actions de plaidoyer. Si nous ne connaissons pas les chiffres, il nous est très difficile de faire un plaidoyer. Et le troisième point, c'est les ressources mises à la disposition de la police pour enquêter sur les cas sont très insuffisantes. Aussi la formation. Les policiers au niveau de la Côte d'Ivoire sont très professionnels, mais il leur faut un plus sur la formation sur les différentes formes de l'exploitation sexuelle des enfants. Voilà les 3 principaux résultats de notre étude que nous avons trouvés. Merci à vous, M. Willy. Alors, avant de terminer, pour parler, la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire est une période propice pour l'exploitation sexuelle. Alors, qu'est-ce que EPACT, ONG, conseille? Nous sommes en train de travailler avec notre partenaire SOS Violences Sexuelles. Je rappelle que vous êtes en collaboration avec le ministère
de famille, genre et enfants, ainsi que le ministère du Tourisme. Et ensemble, nous allons initier, à travers un projet que nous appelons Projet Ensemble, nous allons initier une série d'actions autour de la Coupe d'Afrique des Nations pour sensibiliser les différents partenaires qui seront ici pour protéger les enfants, particulièrement pendant cette période. Encore merci à vous d'être passé sur notre plateau. Fidèles téléspectateurs qui viennent de nous prendre en marche, sachez que nous étions en compagnie de M. Willy Boulosso, coordinateur régional Afrique de l'ONG ECPAT, une ONG qui existe depuis 30 ans, basée à Bangkok, en Thaïlande, qui lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants. Encore merci à vous de nous avoir suivis sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Bonne suite de programme.